Bonsoir. La pandémie liée au nouveau coronavirus est toujours d'actualité dans le monde et dans notre pays. La courbe des contaminations va toujours croissante. Aujourd'hui, le défi est de parvenir à une immunité collective grâce à la vaccination. La vaccination contre la COVID-19, il en sera justement question durant cette émission. Vous saurez tout sur le vaccin que notre pays s'apprête à recevoir. Et pour nous en parler, justement, nous sommes sur ce plateau avec professeur Mireille Prince-David. Elle est bactériologue, virologue. Professeur Prince-David, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Dr Amadi Hassan. Il est directeur par intérim de la lutte contre la maladie et des programmes de la santé publique. Dr Hassan, bonsoir. Bonsoir Anita. Et nous avons également professeur Edem Gouakou, il est cardiologue, président du Conseil de l'Ordre national des médecins du Togo, membre du Conseil scientifique. Professeur Gouakou, bonsoir. Bonsoir. Alors, docteur Hassan, dites-nous, nous allons, avant d'aborder justement la majeure partie de cette émission consacrée justement au vaccin, à la vaccination, à l'opération vaccinale dans notre pays, nous allons essayer de parler un peu de la situation de la pandémie aujourd'hui. Et cette semaine, disons lundi, surtout mardi, on a eu 118 cas. Le lendemain, nous étions dans la 80e. Et après, encore, il y a eu une légère baisse. Alors, dites-nous, comment analysez-vous, disons, ces différents chiffres-là? Alors d'abord, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à vous tous. Et merci à la TVT qui joue son rôle régalien de nous aider dans la sensibilisation, dans l'échange d'informations avec notre population. Alors, lorsqu'on regarde l'évolution de la pandémie dans notre pays, globalement, nous pouvons nous rendre compte qu'il s'agit d'une tendance croissante, comme d'ailleurs ce qui est observé dans les autres parties du monde. Alors, au début de l'épidémie, au mois de mars 2020, on détectait 5 cas, disons moins de 10 cas par jour. Et puis après, nous sommes passés à la trentaine, et puis aujourd'hui, nous arrivons à 80. Et voilà, nous sommes arrivés à ce pic-là que nous avons observé le mardi passé de 118 cas. Alors, ceci peut s'expliquer à deux niveaux. D'abord, la question des capacités de notre système à détecter les cas. Nous avons ce système de surveillance épidémiologique qui permet donc de détecter les cas à travers le pays, donc avec nos acteurs qui sont sur le terrain. Donc ces capacités ont été au fur et à mesure renforcées. Parallèlement, les capacités de diagnostic biologique, le laboratoire qui nous accompagne, pour confirmer si oui ou non le cas qui a été suspecté par un prestataire de santé est vrai cas, aussi, ce système de laboratoire a aussi renforcé ses capacités à travers le pays. Donc, d'un côté, le système est suffisamment outillé pour rapidement détecter les cas. De l'autre côté, c'est les comportements qui devraient nous permettre de nous prévenir de cette maladie. Donc, au fur et à mesure que la maladie entre dans notre pays, des comportements de prévention n'ont pas forcément suivi et ont entraîné au fur et à mesure la diffusion, la propagation de la maladie dans la communauté. Expliquant donc que depuis les premiers cas que nous avons observés, la maladie a commencé à se propager au fur et à mesure. Mais certes, elle se propage, mais en réalité, il faut voir derrière que si rien n'était fait, ce serait une explosion grave. Ouais. Donc, globalement, cette épidémie est croissante. D'accord. Mais, docteur Hassan, dites-nous, qu'est-ce qui explique maintenant, disons, cette variation des chiffres? Aujourd'hui, nous sommes dans la cinquantaine. Le lendemain, on nous dit on est dans 80, 90, 100. Après, on revient encore à 60, 50. Alors, pourquoi ces chiffres qui vont en dents de scie tous les jours? Tout à fait. Anita, c'est comme ça la dynamique d'une épidémie. Okay. Alors, lorsque
des cas apparaissent, on réagit immédiatement pour arrêter, pour éteindre le feu là où il veut s'allumer. Donc, dès qu'on a 1, 2 cas, il faut prendre des mesures pour que ça s'arrête là. Alors, la riposte va son cours pour aider à arrêter la propagation de la maladie, mais la communauté ne va pas aussi forcément au même rythme que la riposte. Donc, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Alors, regardez que dans notre système de surveillance, nous analysons les données au fur et à mesure. Quand on voit qu'il y a tendance à augmentation du nombre de cas de cette maladie dans une zone, rapidement des mesures sont édictées, des mesures sont prises pour renverser la tendance. C'est ce qui se passe. Mais quand on renverse la tendance, normalement, la communauté doit garder la garde, doit rester avec les mesures préventives, mais parfois il y a un relâchement qui fait que ça réapparaît. Alors ça peut expliquer que dans une zone, dans une localité donnée, des cas apparaissent, on éteint et puis ça revient. Deuxièmement, tout dépend du système de détection de la maladie. Alors, quand on détecte par exemple un cas confirmé, il faut enclencher ce qu'on appelle une investigation. Donc, on recherche tout autour de ce cas-là les contacts des gens qui auraient été en contact avec ce cas confirmé et contestent. Et il nous arrive de trouver un groupe de cas derrière ce cas-là. Ce qui peut expliquer que parfois on a un nombre de tests élevés, parmi lesquels on trouve des cas, justifiant donc qu'aujourd'hui on trouve un nombre de cas plus élevé et parfois on en trouve moins. Et donc, à un autre jour, on va trouver un nombre de cas beaucoup plus bas. Donc, c'est ça qui explique cette fluctuation du nombre de cas qu'on observe dans la dynamique d'une épidémie. D'accord. Alors, professeur Bouyakoye, l'autre question qui revient sans cesse au sein de la population, c'est vrai que lorsqu'on écoute vous, les professionnels de la santé, la coordination nationale, chaque mercredi, on nous parle du fait que la maladie soit devenue communautaire, Alors, professeur Bouyakoye, à qui la faute? Qui a rendu la maladie communautaire aujourd'hui? Merci Anita pour cette question. Au départ, la maladie est venue de l'extérieur. C'est les voyageurs qui sont arrivés dans ce pays avec la maladie. Heureusement que les dispositions ont été prises très tôt à l'aéroport pour contrer ou alors identifier d'abord ceux qui amènent la maladie et puis les prendre en charge. Et je vous rappelle que cette prise en charge a été très énergique dès le départ, hospitalisation pour des cas confirmés, mise en observation pour les cas suspects dans les hôtels, et ça a coûté énormément cher. Et puis progressivement, la maladie s'est répandue dans la population à cause des mouvements de la population, et les cas ne viennent pas forcément de l'extérieur, les cas sont autochtones. Et c'est parce que les cas sont autochtones que l'on dit que les cas sont dans la communauté. Et c'est pour cette raison qu'on dit que la maladie est communautaire. Je donne le même exemple que le docteur Hassan vient de donner. Et vous constatez un cas et vous faites des investigations, mais derrière ce cas, il y a un groupe de personnes qui sont infectées. Et si vous ne faites rien, chacun de ces groupes va amener le virus dans sa communauté et va infecter d'autres personnes, définissant ainsi le caractère communautaire de la maladie. Donc, quand il y a un cas, on n'est pas forcément obligé d'aller chercher le point de départ venant de l'extérieur. Le point de départ peut être local et ça rend le travail beaucoup plus difficile. Mais il faut se battre pour identifier tous ces cas, les traiter. Autrement, la maladie va diffuser et ça va former ce qu'on appelle des clusters qui vont essaimer la maladie dans la population. D'accord. Voilà
explication. Merci beaucoup, professeur. Et docteur Hassan, tout à l'heure, vous parliez quand on parlait de la variation des chiffres, vous avez parlé du cours normal d'une épidémie. Alors, est-ce que le fait qu'aujourd'hui cette maladie soit communautaire, cela suit également le cours normal d'une épidémie ou c'est nouveau? Non, ça fait partie du cours normal d'une épidémie. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au plan international, on a convenu de classer les cas de maladie de Covid confirmés en 3 groupes. D'accord? Relativement à comment est-ce que chaque cas a été infecté, chaque cas a été contaminé. Alors, il y a le premier groupe qu'on appelle des cas importés, c'est de ça que le professeur parlait tantôt, les voyageurs, c'est-à-dire des cas venus d'ailleurs. Voilà. Il est clair que le malade là est arrivé dans le pays avec la maladie. Donc ça, c'est le premier groupe, le groupe des cas importés. Le deuxième groupe maintenant, c'est ceux qu'on classe dans la terminologie de transmission locale. Transmission locale pour dire que le cas confirmé positif, on a pu, avec les investigations, retrouver la source de son infection. On a connu l'origine. On connaît le sujet qui l'a infecté. Ça, c'est ça la transmission locale. Maintenant, lorsque d'autres personnes, le troisième groupe, sont infectées, mais on n'arrive pas à retrouver l'origine de l'infection, de la contamination. C'est-à-dire que, imaginez un groupe qui est là et une personne est infectée. Et puis, émet ses postillons et puis infecte d'autres personnes. Et puis après, les gens se séparent. Il sera difficile pour le système d'investigation de retrouver celui-là qui a infecté les sujets secondaires. Voilà. Donc, en ce moment, on dit que la maladie a diffusé totalement dans la communauté. Donc, c'est comme si, comme un ami le dit, on s'infecte en allant. Voilà. On s'infecte en allant et puis on ne sait plus où est-ce qu'on s'est infecté. Quand on arrive à ce stade-là, on dit attention, la maladie a diffusé totalement dans la communauté. Et donc, docteur, à ce stade-là, on peut dire que la situation devient plus critique alors. Mais oui, c'est justement dans les situations de transmission communautaire qu'il faut réagir avec la dernière énergie. C'est ça. Et c'est pourquoi des dispositions doivent être prises. Et généralement, des gens s'attendent à être consultés avant qu'on ne décide de mettre en œuvre telle ou telle disposition. Non. En santé publique, en urgence de santé publique, on n'a pas besoin de l'avis des gens. On sait, les techniciens ont déjà mis en place. Ils ont défini les stratégies de riposte, les dispositions à prendre pour éteindre le feu, comme on le dit. Et puis l'autorité politique comprend et puis met en œuvre. Et puis met en œuvre. Donc c'est ça. C'est comme je prends l'exemple du port de casque. Le port de casque, eh bien, on n'a pas besoin de consulter les gens pour demander. On sait que un accident de la voie publique, lorsque la tête cogne le sol, on a plus de dégâts, on ne récupère pas la personne. Et pour cela, on dit, allez à moto, vous portez le casque obligatoirement. Obligatoirement. Il va de la vie, de la santé de mais bien sûr, parce que l'État doit protéger sa population. Voilà, justement. Voilà. Et parlons justement de ces différentes mesures urgentes de dernière énergie à mettre en place pour revenir à bout de la pandémie. Nous parlons justement de la vaccination, de ces vaccins que nous attendons de pied ferme au Togo, on va le dire ainsi. Alors, professeur Prince David, je viens à vous maintenant. Nous allons parler justement des vaccins, de la vaccination, mais dites-nous, quelle est l'importance d'une opération vaccinale, d'une vaccination dans la lutte contre une maladie? Dans la lutte contre une maladie, comme il vous a bien décrit, dans une maladie infectieuse, c'est-à-dire là où il y a un microbe, on va détecter les gens qui, au début, on peut savoir quelle est la personne qui a amené le microbe, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'elles viennent de l'intérieur d'un pays donné. Et puis à un moment, c'est tellement étendu qu'on ne sait plus qui a fait quoi. Oui. Alors on va prendre des mesures, dès le départ, on prend des mesures non pharmaceutiques. J'aime ce terme, c'est un collègue qui l'a dit sur une antenne, des interventions non pharmaceutiques, où on va dire mesures barrières. C'est-à-dire, ce n'est pas un médicament qu'on a donné,
On n'a pas été à la pharmacie pour acheter ça. On s'est assis, on a dit voilà comment le microbe passe d'une personne à l'autre. Donc, il faut couper ce cheminement. Il faut couper les chemins aux microbes. C'est ce qu'on appelle les mesures barrières, puisqu'on connaît comment se passe le microbe l'un à l'autre. Oui. Mais dans les mesures barrières, ces interventions contre la Covid, on a vu qu'il y a beaucoup d'implications. Oui. On a commencé dans des pays par le confinement total. Et on a vu l'impact sur le plan économique, l'impact sur le plan psychologique. Il y a des gens qui sont suicidés, il y a des gens qui ont fait des dépressions. Oui. Il y a des couples qui ont explosé parce que ça chauffait dans la maison, donc il y a eu des bagarres, il y a eu des tas de choses. Donc sur le plan psychologique, sur le plan économique, sur le plan social d'une manière générale, ces interventions non pharmaceutiques n'ont pas résolu le problème de la Covid. Et on a vu, heureusement, ici les gens priaient, si on fait confinement, la femme qui vend la bouillie chaque matin et qui nourrit ses enfants, comment elle allait faire? Et donc, on voit que ces interventions non pharmaceutiques, même si nous allons continuer à les faire, il faut trouver une autre voie, une quatrième voie. Cette quatrième voie, c'est la vaccination, c'est-à-dire on va préparer chacun de nous, chaque organisme, chaque individu, à fabriquer lui-même les armes pour lutter contre l'attaque contre ce virus. C'est ça la vaccination. C'est prévenir la maladie, mais comment? En donnant à notre corps les instruments, en lui faisant fabriquer les instruments et en lui faisant fabriquer une mémoire telle qu'il peut lutter de façon efficace contre le microbe avant même que le microbe ne se présente. Les armes sont là en stock et ils peuvent, si le microbe se présente, être totalement détruits avant qu'il ne commence à faire de dégâts dans chacun de nous. Ça, c'est l'immunité individuelle. Oui. Mais dans les microbes qu'on appelle des virus, il y a l'immunité collective. C'est-à-dire un virus, il ne peut pas vivre comme ça dans l'air. Pour être vivant, il faut qu'il soit dans un être vivant. Si tous les êtres vivants ont les armes, le virus, il meurt. Il ne peut pas survivre puisqu'il peut rentrer dans personne d'entre nous. Voilà ce qu'on appelle la vaccination. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Alors, on a vu l'importance de la vaccination, disons l'importance même de la vaccination dans la lutte contre la Covid-19 aujourd'hui. Mais les questions vous fusent de partout pour savoir quelle est la composition de vaccin qui arrive, qu'est-ce qu'il fera dans notre corps. Alors, professeur, essayez de nous expliquer. Alors, le vaccin ou bien les vaccins que nous attendons au Togo, quels sont-ils et qu'est-ce qu'ils vont nous faire concrètement? Merci Anita pour cette question. Et je peux dire que nous sommes fiers quand nos compatriotes ou nos amis nous posent ce type de questions. Ça prouve que le niveau a monté. Nous, quand on était enfants, je ne vous dis pas mon âge, mais quand nous étions enfants, vous arrivez à l'école, vous ne savez même pas que vous allez être vacciné, on vous met en rang, on vient vous vacciner, c'est terminé. On vous pique et puis allez. On vous pique et puis allez. C'est en pleurant que vous allez à la maison pour dire que le docteur est venu nous faire ça. Maintenant, il y a les droits de l'homme, il y a WhatsApp, il y a les gens qui se cultivent. Et donc, on se pose des questions sur les vaccins. La première question qu'on s'est posée, c'est d'où sortent ces vaccins-là? On les a fait rapidement, ce n'est pas de bonne qualité. On n'a pas suivi la fabrication, on n'a pas respecté. Un certain temps et tout. Est-ce que je peux répondre sur ça d'abord? Oui. Je voudrais donner un exemple simple. Je veux construire ma maison aujourd'hui. Voici mon salaire. Dans l'éducation que m'a donnée mes parents, on ne s'endette pas à la banque pour construire sa maison. On fait avec ce qu'on a. Donc, je construis des briques que je mets dans mon jardin. Après, j'achète des fers, j'achète des tôles. Et puis, comme je n'ai pas tout, je commence quand même les fondations. C'est ce que m'a dit mon père et ma mère. Mais maintenant, il y a WhatsApp. J'ai mes enfants aux États-Unis. J'ai mon frère. Je lui dis, bon, moi j'ai 10 sacs de ciment. Fais-moi flouze. Il m'envoie flouze. Je vais construire plus de briques que si j'étais tout seul. Voilà. Je vois mon fils qui est en Suède. Je lui dis, on sait qu'il y a de très belles cuvettes là-bas. Il me dit, tu as construit quelle maison? Je lui dis, envoie. J'ai ça en perspective. J'ai ça en perspective. Il m'envoie. Je dis à l'autre, envoie-moi carreau. Quand tout
tout est là. Mes ouvriers disent, mais cette personne, elle veut construire la maison vite. Ça le motive. Ils vont continuer. Ce qui s'est passé pour les vaccins. D'abord, nous savions, les scientifiques ont su depuis longtemps que les cousins de Covid-19, qui sont dans la même famille, qu'on appelle les coronavirus, et qui ont attaqué, qui étaient connus pour des maladies banales, ont fait 2 grandes épidémies mortelles en Asie et en 2002, 2001, 2002, et en Arabie Saoudite en 2012. En Asie, ça a commencé par la Chine, mais tous les pays autour, il y a eu une épidémie de syndrome respiratoire aigu, comme le Covid, le SARS-CoV. Et quelques années plus tard, 2012, une dizaine d'années plus tard, il y a eu les mêmes une épidémie aussi de respiratoire aigu qui s'est limitée à l'Arabie Saoudite et ça s'est arrêté tout seul. Mais entre-temps, les chercheurs ont dit, mais on ne va pas toujours se faire surprendre par les microbes de cette famille. Ce sont des bandits. Il faut qu'on commence à se préparer et les gens commencent à chercher. Ils ont su très tôt que ce qui permet à ces microbes de rentrer dans nos cellules, c'est une clé qu'on appelle protéine S. Et ils ont su très tôt par les manipulations en laboratoire que si on bloque cette clé, on bloque l'infection. Donc ils ont dit, il faut savoir cette clé-là, comment on la fabrique. Et c'est ça qu'on appelle l'ARN. Quel est le code génétique, quel est le code qui fait que le virus peut fabriquer cette clé? Cette clé, qu'on a su aussi que cette clé, c'est cette clé que notre système de défense reconnaît, et c'est contre cette clé qu'il fabrique des anticorps. Donc c'était simple. Maintenant, la technologie a avancé, on sait faire ça. Quand on a, d'ailleurs, quand on veut prendre un voleur, si on a son ADN, il est foutu. Oui. Parce qu'on sait qui il est. On sait décoder ça. On a décodé ça et on a su quelle partie du génome, du code génétique du virus produit la clé protéine S. Ok. On a fabriqué cette séquence en laboratoire. Et on a pu, en mettant cette séquence chez les animaux, obtenir une protéine S. C'était le premier stade. En même temps, on a dit aux gens, mais puisque on avait la séquence de l'ARN que les Chinois ont donné, distribué dans le monde, la séquence dès janvier 2020, les gens, voici le virus, voici sa séquence, aidez-nous. Tous les chercheurs du monde se sont mis dessus. À ce moment-là, on a dit, bon, on va demander, après avoir expérimenté chez les Allemands, on va demander est-ce qu'il y a des volontaires qui veulent recevoir l'ARN qu'on a fabriqué là en laboratoire, cette petite partie-là qui produise, qui accepte qu'on le lui injecte. Les gens ont dit, mais si j'ai perdu mon père et ma mère, je peux être volontaire parce que j'ai vu le truc. Pour sauver des vies après. Pour sauver des vies après, il y a des gens qui font ça. Et donc les gens se sont proposés et on a vu que quand on injectait cet ARN dans des conditions dont je vais vous donner, on n'injecte pas n'importe comment, il y a des conditions, eh bien, ça produisait, l'organisme qui recevait ça produisait protéine S, et protéine S excitait le système de défense, et le système de défense réagissait comme s'il avait reçu le virus entier dans sa partie méchante, alors qu'il n'a pas reçu cette partie méchante. Il ne peut pas se multiplier, c'est seulement la protéine S. L'organisme se produit, met en branle son unité de défense, en produit des anticorps, des molécules, produit des cellules tueuses, et produit des cellules qui vont garder mémoire de ce combat qui est faux en fait, mais qui est très spécifique, en attendant l'attaque par le vrai. L'image que l'on donne est claire. Si j'ai la clé de votre studio, vous êtes ici. Vous êtes avec toutes ces personnes qui gardent le studio, c'est un lieu qu'on doit garder. Dès que je vais ouvrir, si je surprends les surveillants d'ici, ils sont morts. Mais si je mets la clé dans la serrure, la prochaine fois que je mets la clé dans la serrure, ceux qui étaient là ne vont pas se laisser faire. Ils vont dire, mais celui qui tient la clé est derrière, ils ne vont pas dire que c'est le bout de la clé. Donc quand je mets le bout de la clé, je déclenche ici une réaction. Dès que la porte est touchée, mais tout le monde réagit ici. Et pourtant, peut-être la porte est touchée, c'est le vent qui l'a touchée. C'est le bout de la clé qui l'a touchée. Le virus n'était pas derrière. C'est ça. Et donc, maintenant, nous devons comprendre
Est-ce que c'est l'ARN du virus lui-même qu'on a mis? Et là, on aurait le droit d'avoir peur? Non, c'est ce qu'on a fabriqué en laboratoire. La séquence, c'est une synthèse. Or, si vous fabriquez un produit synthétique et que vous l'introduisez dans un corps vivant, dès que le produit synthétique a donné sa commande, il est détruit. Le système de défense, c'est comme ça. Donc, dès qu'on a fait rentrer l'ARN dans le corps d'un individu, l'ARN, il rentre dans une cellule et il dit à la cellule, c'est son travail ça. Il dit, lis mon message. Le message, c'est quoi? Fabrique de la protéine S. D'accord? Toi, cellule-là, c'est ton usine qui lit le message, qui lit, fabrique de la protéine S. Le message là, devient plus fort que le message de la propre cellule. C'est pour ça qu'on dit que le virus est dominant, il domine, il prend la commande. Et la cellule se met à fabriquer les protéines S sans comprendre. Mais quand elle produit des protéines S, elle exprime qu'elle a fait son bon travail. À la surface de la cellule, il y a non seulement les protéines de la cellule, mais les protéines S. Et vous avez vos cellules normales qui portent des entêtes de protéines S. Mais le système immunitaire dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Et le système immunitaire se met à fabriquer des armes pour tuer cette cellule-là. Ils vont se mettre à fabriquer des armes pour neutraliser cette protéine S. C'est les anticorps. Ils vont fabriquer des cellules tueuses pour tuer cette cellule. Tu as bien fait ton travail. Mais tu produis un étranger, on te tue. Et enfin, quand ils ont tué toutes ces cellules, ils gardent en mémoire ce combat-là qu'on a mené, qu'on a gagné, par la vaccination. Il faut qu'on garde mémoire. Parce que si le voyou là, il rentre, mais il faut qu'on le liquide avant, même qu'il ait fait quoi que ce soit, à la porte d'entrée, on va le liquider. Donc c'est ce qui se passe. Et les gens disent que cet ARN peut perturber notre propre génome. Ce n'est pas possible. L'ARN qu'on envoie là, il rentre dans la cellule, pas dans le centre névralgique. Nous sommes ici à la télévision, est-ce qu'on est dans votre centre névralgique? On ne sait pas où se trouve le bureau de votre directeur, les commandes pour bloquer la télévision. Et donc, ce qui se passe dans le noyau, il y a notre propre commande, qu'on appelle ADN. Notre ADN, l'ARN du virus ne peut pas quitter c'est impossible, il ne peut pas quitter l'extérieur pour venir. Nous, si on quitte ici, on ne sait pas où se trouve le bureau du directeur, on ne pourra pas aller. Si on veut aller, on va nous arrêter, de toute façon. Donc, ce n'est pas possible qu'ils reviennent pour perturber notre propre code génétique. C'est impossible. D'accord. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces explications que nous avons vues, on va dire, vraiment avec appétit sur ce plateau, justement. Mais, professeur Goyakwe, peut-être que je vous renverrai la question, mais pour peut-être compléter ce que professeur Prince David vient de dire. C'est vrai qu'on sait que la cible, la première cible de cette première campagne de vaccination au Togo sera les professionnels de la santé. Alors dites-nous, professeur, est-ce que vous êtes au même niveau d'information aussi, comme ça, ou bon, pas vous forcément, mais les professionnels de la santé en général, vous avez ces informations-là également? Bien sûr, parce qu'on parle du principe que si le personnel de la santé n'accepte pas le principe de la vaccination, ne comprend pas tout le processus de la vaccination, comment est-ce que l'ARN va fonctionner, comment l'ARN fabrique la protéine S et quel est le devenir de cette protéine S. Si le personnel de la santé n'est pas suffisamment informé, on n'est pas sûr de commencer la vaccination et d'avoir un succès. Il faut dire que c'est un bonus. C'est un bonus pour le personnel de la santé pour la simple raison que c'est ce personnel qui est au front. C'est lui qui est en contact avec les patients, les vrais patients avec les vrais virus. Dans ces conditions-là, c'est un bonus que de se faire vacciner, de déclencher la formation d'anticorps par son organisme pour lutter contre l'éventuel vrai virus qui risque de venir du fait de son travail. Donc de ce côté-là, c'est un vrai
un bonus et ce personnel doit être informé pas plus tard que cet après-midi. Une partie de ce travail est faite, mais ça va continuer de manière à ce que les réticences soient aplanies avant que les vaccinations ne commencent. Parce que si ce personnel est convaincu, il est capable d'aller convaincre les autres. Donc, professeur, si on comprend bien, il y a quand même des réticences au sein des professionnels de la santé? C'est normal. C'est normal parce que tout le monde a peur de l'inconnu. C'est vrai, c'est une chose que de comprendre. C'est une autre chose que d'être dans l'application. Et quand je parle de personnel de la santé, je ne parle pas que des médecins. Je parle de tout un ensemble de personnel de la santé à différents niveaux et qui ont différents niveaux de compréhension du système immunitaire et à qui il faut faire passer le message et convaincre. Donc c'est normal que chacun a peur de l'inconnu et que dans ces conditions-là, il faut parler. Oui, professeur, vous voulez ajouter quelque chose, professeur David? Oui, merci, parce que ce qui est important pour nous, ce qui est d'abord qu'il faut constater, c'est que les réseaux sociaux ont une manière de communiquer. C'est des communicateurs. Ils sont meilleurs communicateurs que nous. Et pendant longtemps, les scientifiques, les médecins, ils se sont tus, ils sont dans leur coin, ils sont très en train de travailler, ils ne répondent pas et tout. Mais ce que nous devons comprendre maintenant, c'est qu'il y a deux types de vaccins. Et deux types de vaccins, mais plusieurs vaccins sous ces deux types. C'est bien ça, docteur Hassan. Plusieurs vaccins sous ces deux types. C'est comme je dis, il y a Tiganvi et Tivivi. Mais Tivivi et Tiganvi, il y a beaucoup de qualités. Voilà, il y a encore d'autres dérivés. Voilà. Et donc, ce qui se passe maintenant dans ces deux types de vaccins, il y a la manière dont on préparait les vaccins avant. Et des vaccins qui ressemblent un peu à des vaccins qu'on connaît bien. C'est les anciennes techniques. Mais les vaccins de nouvelles techniques, ce qui est normal, ils sont plus efficaces. Ils sont plus... Ça dépend à quel niveau, mais il faut comprendre comment ils ont été réfléchis. Ils n'ont pas été faits à la va-vite. Et donc, soit on injecte l'ARN messager directement, bien sûr, dans une enveloppe spéciale, qu'on appelle une enveloppe de nanoparticules, une enveloppe qui ressemble beaucoup à l'enveloppe de nos cellules, ce qui permet une fusion facile. Soit on prend cet ARN synthétique et on le met dans une autre enveloppe qui est un virus aussi, mais un virus non méchant pour l'homme. Puisque nous savons qu'il y a des virus non méchants qui vivent en permanence avec nous, comme pour entraîner notre système immunitaire. Et donc ces virus non méchants, on les appelle, c'est une famille qu'on appelle adénovirus. Ça donne presque rien, ou des fois un peu de mal de gorge ou un petit rhume. Et donc, mais c'est la même technique. Ce virus non méchant, il va rentrer dans notre organisme, il va lâcher, permettre de lâcher l'ARN, qui va continuer à faire son chemin. Mais ça a été techniqué, identifié chez les animaux, identifié chez des volontaires, petits groupes, identifié chez des volontaires, grands groupes. Et maintenant, nous passons à l'échelle. D'accord. Alors, docteur Hassan, parlons justement de, disons, cette cible-là, les professionnels de la santé. Avant de revenir, avant de parler encore des, disons, de la date de l'arrivée des vaccins, je vous reviendrai tout à l'heure. Alors, certaines personnes se disent, mais si ce sont les professionnels de la santé qui sont la première cible, alors pourquoi on vient nous rabattre les oreilles tous les jours avec des sensibilisations sur le vaccin? Allez sensibiliser les professionnels de la santé d'abord, et après, maintenant, viendra la population. Alors, est-ce qu'il faut procéder comme ça, docteur Hassan? Oui, bon, peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais dire que heureusement que le système de vaccination existe. Heureusement. Parce que plein de maladies auraient décimé le monde si le système de vaccination n'existait pas. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de vaccination dans le monde. La tuberculose, la poliomyélite, la rougeole, la méningite, il y a plein de maladies pour lesquelles les vaccins existent.
Deuxième élément que je voudrais relever, c'est que ces vaccins antérieurs-là ont existé avec les mêmes procédés. Les mêmes procédés, rien n'a changé. Ce qui a changé, en fait, c'est le système d'information au sein du monde. Vous voyez, aujourd'hui, on sait tout, on ne sait rien, tout se mélange avec ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, imaginez, je prends un exemple. Cette expression de nanoparticules que des gens ont sorti, mais c'est un mot scientifique qui est connu. Ouais. Maintenant, qui a été utilisé aussi dans les films de science-fiction pour autre chose. Et ceux qui ont suivi les films de science-fiction, ils ont confondu le mot nanoparticule qui est sorti là à nanoparticule qui est utilisé. Et puis ils ont compris autre chose. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour dire que heureusement il y a la vaccination et faire attention justement à ce qui se passe. Les procédés scientifiques de vaccins, d'élaboration de médicaments, de fabrication de vaccins, etc., sont basés sur comment l'organisme fonctionne de façon normale. Mais si quelqu'un a pu nous expliquer que la cellule, c'est-à-dire la plus petite unité de notre organisme, est faite de 3 parties principales. Il y a une membrane, il y a un contenu qu'on appelle le cytoplasme, il y a le noyau. Si quelqu'un a pu nous expliquer ça, pourquoi ne serait-il pas capable de nous expliquer qu'il y a d'autres choses qui se produisent là? Donc l'ARN messager, on sait, la cellule sait comment est produit ce dont on a besoin, comme les protéines. Donc la cellule produit habituellement et normalement ces protéines. Maintenant, le mécanisme par lequel la cellule produit ces protéines-là, c'est que c'est le noyau qui donne l'ordre, qui envoie un message sous forme de code, et que des petits éléments qui sont dans le cytoplasme, en fait qu'on appelle les ribosomes, ils reconnaissent l'ARN là, et puis lisent et produisent. Ils exécutent l'ordre qui a été donné. Donc, si je peux connaître comment est constitué un ARN, c'est-à-dire quels sont les différents éléments, je fabrique ça au laboratoire. Je donne à une cellule et la cellule va simplement exécuter l'ordre. C'est tout. Et être détruit après. Oui, mais donc je crois que l'interrogation ou l'inquiétude vient du fait que d'abord on se dit que la pandémie de la Covid-19 nous a surpris tous. Et nous tous, on se disait que nous allons vers l'inconnu, nous ne savons pas ce qui se passe. Et du jour au lendemain, on nous dit qu'on a trouvé un vaccin. Les gens n'ont pas dormi. Les gens n'ont pas dormi. Pendant que la population dormait et disait voilà, il y a ça. Nous avons été surpris et tout. Les scientifiques ont travaillé 24 heures sur 24. Hein. Ce qu'on appelle 24, les gens ne dormaient pas. Hein. Les gens n'ont jamais dormi. Voilà. Même les Chinois n'ont jamais dormi sur cette histoire. Et donc, ce que l'on dit maintenant, le scientifique ne peut pas dire des choses à peu près. Est-ce que tout se dit? Est-ce que tout se dit? Les choses se disent quand c'est mûr. On n'allait pas dire, nous sommes en train de... Et puis on a échoué ici, voilà, et puis voilà. C'est ce qui nous étonne et on se dit que mais le vaccin, il est trop vite arrivé. Non, justement, ça dit qu'il faut qu'on sorte de ça. Et le professeur, notre maître Mireille, vient de l'expliquer clairement. C'est-à-dire que il y a longtemps qu'on connaît la vaccination. Deuxièmement, il y a longtemps qu'on connaît les coronavirus. Écoutez, aujourd'hui, on a des voitures qui ne sont plus des voitures à carburateur. Ce qu'on avait avant comme voiture, ça a beaucoup changé. Donc, le génie scientifique évolue. Donc, on avait déjà un stock d'informations, contrairement au premier vaccin qu'il y avait, où on n'avait pas de prérequis. Voilà. Il fallait attendre, chercher, réfléchir et tout ça. Mais aujourd'hui, on a ça. Donc, ceci a permis d'aller vite. En plus, je dirais peut-être, heureusement, heureusement que ça n'a pas commencé par l'Afrique. Ah oui. Ça a commencé par ceux qui ont les moyens. Oui. Mais ils ont mis le paquet, ils ont mis l'argent pour dire, trouvez-nous quelque chose. Imaginez que ces vaccins ont été achetés par les Européens avant même leur conception. Vous voyez?
Avant même que les laboratoires ne détectent ne découvrent le vaccin, il y avait déjà des contrats signés avec beaucoup d'argent injecté. Ouais. Heureusement qu'il y a d'autres organisations, le plan COVAX et autres, qui sont venus dire attention, non, le vaccin là c'est pour tout le monde. Sinon, les Blancs auraient consommé la totalité. Oui. Et l'autre élément, donc pour revenir à votre question par rapport aux professionnels de santé, le professionnel de santé a une formation et connaît la vaccination et est supposé comprendre mieux ce système. Voilà. Alors, aujourd'hui, le vaccin est utilisé ailleurs. Plusieurs pays à travers le monde ont déjà utilisé ce vaccin. Donc, nous tirons des leçons. Nous tirons des leçons. Si c'est mauvais, ça serait stoppé depuis. Mais pourquoi ça continue? J'ai mon collègue de Dakar qui m'a appelé hier pour me dire, mais j'ai été vacciné, mais après je suis allé continuer ma réunion. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a aucun signe. Mais ça, c'est un témoignage fort. Ouais, pour dire que le système est là et personne ne peut organiser le contraire. On ne peut pas organiser le contraire. Donc, il faut qu'on aille de l'avant. Non? Les professionnels de santé doivent être les premiers à être vaccinés, tout simplement parce que on ne sait pas comment va évoluer cette épidémie dans les jours à venir. Et le personnel de santé sera toujours au front, sera toujours au poste, va recevoir des malades. Mais si on permet au personnel de santé de tomber malade et d'être absent à l'hôpital, qui va soigner les malades? Donc voilà une des raisons pour lesquelles nous serons les premiers à être vaccinés pour pouvoir continuer à prendre en charge les malades, à chercher à détecter les cas, à venir à la TVT pour faire des émissions, etc. Mais si nous sommes malades, nous sommes tous de la santé ici. Qui ferait qui viendra informer justement. Voilà. Oui, professeur Anita. Vous avez, ceux qui ont des enfants, quand on vous dit de venir pour faire vacciner votre enfant contre la rougeole, votre enfant fait la fièvre quelques jours après. Oui. Il y en a même qui sortent de boucan. Oui. Ils font de la fièvre très forte, il y a une réaction. Et vous, la maman, vous demandez autorisation au service pour pouvoir rester avec votre enfant et vous dites mon enfant a été vacciné. Si c'était histoire petite, c'est un combat qui se passe dans votre organisme. C'est un combat du système immunitaire contre un étranger. Forcément, ça se manifeste par de la fièvre. Quand on fait la fièvre après la vaccination, c'est que la vaccination marche, quelle que soit la vaccination. Parce que l'organisme, voilà un étranger, l'organisme lutte contre. Et donc, le témoin qui lutte contre, c'est la fièvre. D'accord. Alors, professeur Goyako, je reviens à vous parce que je me dis, c'est vrai que les professionnels de la santé sont la première cible, mais il faudrait déjà commencer. Est-ce qu'il est nécessaire de commencer par, disons, tambouriner en griffe dans les oreilles des populations pour les préparer déjà à peut-être, leur vaccination après les professionnels de la santé? Mais oui. Parce qu'après le professionnel de la santé, il y a plusieurs autres groupes qu'il faut vacciner. Et je donne quelques exemples. Les personnes âgées de plus de 50 ans avec des comorbidités vont être également vaccinées. Ce que j'appelle comorbidité, c'est que c'est des personnes qui ont d'autres pathologies, des pathologies graves, comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, comme le cancer, qui vont être vaccinés parce que déjà leur organisme est fragile. C'est important de les protéger, eux qui ont déjà les organismes fragiles. Quand ce groupe sera vacciné, il va y avoir des personnes âgées de plus de 50 ans sans comorbidité. Mais il y a également le personnel de santé dans les points d'entrée dans le pays, mais il y a les personnes de la sécurité qui vont être également vaccinées. Donc, ce n'est pas uniquement le personnel de santé qui va être vacciné. Mais c'est la première cible. C'est la première cible parce que c'est la cible au front et la cible qui prend suffisamment de risques. Mais après, il faut vacciner les autres. Pour que l'acceptabilité de la vaccination soit obtenue, il faut dès maintenant faire des émissions comme on les fait et informer toute cette population pour que le temps venu,
on ne soit pas obligé de recommencer. Voilà. Et Donc voilà maintenant, pourquoi il faut expliquer à tout le monde que c'est important la vaccination et même c'est l'un des moyens les plus sûrs de faire booster dehors la COVID-19. D'accord. Alors, docteur Hassan, est-ce que ce choix des professionnels de la santé comme première cible au Togo, c'est le Togo qui l'a choisi ou l'OMS a peut-être donné des idées? Est-ce que c'est le cas aussi dans les autres pays? Non, il faut comprendre que chaque pays réfléchit. Okay. Chaque pays a des experts, des techniciens qui réfléchissent. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a tous constaté depuis le début de la pandémie que même dans certains pays, on est arrivé à un moment où il n'y avait plus aucun prestataire de santé dans les hôpitaux. Et donc ça, c'est une leçon qui a permis aux gens de dire non, il faut trouver un système pour protéger le personnel de santé. C'est eux qu'il faut protéger d'abord. Et une fois le personnel de santé protégé, le système de santé est protégé. Voilà pourquoi il faut aller d'abord là-bas. C'est ça. Donc quand on a un système de santé solide, on va avancer maintenant avec les autres. Et alors, au fur et à mesure que les stocks de vaccins viennent, on va aller graduellement. On commence par une cible, ensuite on va à une autre cible, selon les priorités. Par exemple, lorsqu'on aura le prochain stock, ce qui va se passer, c'est que, le professeur Gouakou l'a dit, on va s'intéresser à la cible vulnérable. Déjà, attrapent la maladie, ils n'ont rien. Les jeunes, ils ont la maladie, ils sont asymptomatiques, ils n'ont rien, mais ils oublient que c'est eux qui entretiennent la maladie, c'est eux qui contaminent les parents à la maison. Donc les personnes âgées en meurent plus, et les personnes qui ont une autre maladie, c'est-à-dire hypertendu, diabétique ou autre maladie, parce que son organisme lutte déjà contre une maladie, quand la COVID-19 vient se greffer, ça l'affaiblit davantage. Donc c'est une population aussi à protéger au fur et à mesure, et on couvrira tout le monde. Parce que les vaccins, la disponibilité des vaccins, c'est que tous les pays ont besoin du vaccin au même moment. Et donc, il est alors que les producteurs, ils sont acculés par c'est ça, donc la production va suivre au fur et à mesure. Donc voilà la réalité des faits. D'accord. Professeur Prince David, je reviens à vous. Dites-nous, quels sont les vaccins déjà que le Togo aura à recevoir? Parce qu'on parle de plusieurs vaccins. Est-ce que nous les aurons tous ou nous aurons juste certains? Et pourquoi? Voilà, d'abord, il y a plusieurs vaccins qui sont fabriqués dans le monde. Il y a au moins 23 qui ont une autorisation. Mais, comme nous sommes dans l'OMS c'est nous, c'est tous les pays du monde. Nous souhaitons avoir les vaccins qui sont homologués, c'est-à-dire une espèce de garantie par l'OMS. Et donc, parmi ces vaccins homologués, on a demandé à chaque État de faire avec ses experts le choix en fonction de ce qu'ils ont comme infrastructure dans leur pays, comme habitude de vacciner, etc. On a dit de faire le choix prioritaire des trois vaccins qu'ils aimeraient avoir en priorité. Et le Togo a donc choisi Pfizer-BioNTech, AstraZeneca et un troisième. C'est les deux, ils ont choisi les deux. On a choisi deux. Et on va avoir les deux. Et professeur, il y a eu cette information qui circule qu'un vaccin serait moins efficace qu'un autre. Non, c'est-à-dire que quand le taux d'efficacité d'un vaccin, ça a été aux essais que ça a été testé. Ce sont les gens même qui vendent leur vaccin qui disent on l'a testé sur tant de milliers de personnes et ça a été efficace pour tel résultat. Et donc si on regarde les deux, Pfizer c'est 95% et l'autre c'est 90%. Bien sûr, plus de 70%, mais entre 70 et 90%. Voilà. Et donc, il faut savoir que c'est vrai qu'on a eu une alerte avec le variant d'Afrique du Sud, mais tout ça aussi c'est suivi. Le variant d'Afrique du Sud n'est pas encore chez nous. Donc peut-être qu'il faut vacciner vite avant qu'il ne vienne. Voilà. Justement. Voilà. Et on reparlera tout à l'heure de ces variants-là. Docteur Hassan, tout à l'heure, on parlait de l'arrivée des vaccins. Cette semaine, le Sénégal a déjà eu ses premières doses.
Le Ghana à côté a reçu ces doses. Alors, à quand les doses au Togo? Ah oui, le Togo va recevoir dans les prochains jours. Parce que bon, dans le mécanisme, dans les procédures de commande, tout est fait. Le Togo est prêt avec toute la documentation nécessaire. Nous attendons seulement le OK du producteur qui va envoyer les vaccins. Et donc, on se dit qu'au plus tard, dans les premiers 15 jours de mars, on aura entamé la vaccination. Bon, d'accord. Alors, je voudrais rajouter à ce que le professeur a dit. Nous avons choisi un type de vaccin au Togo, vu un certain nombre de réalités. Elle a dit, l'OMS a dit, ça c'est bon, nous acceptons. C'est ça l'homologation. Mais maintenant, à chacun. Deuxièmement, nous avons regardé les conditions de conservation de chaque vaccin. Il y a des vaccins pour lesquels la conservation, la gestion est tellement difficile que si nous le prenons, nous risquons de faire des pertes. Vous voyez? Et donc nous avons choisi le vaccin qui convient à notre système de conservation avec notre système habituel de vaccination. Nous avons déjà beaucoup de vaccins sur le terrain. Et donc le vaccin qui va être conservé de la même façon, sans créer de nouvelles façons de faire, c'est lui que nous avons choisi. Voilà. Pour ne pas nous créer encore plus de dépenses. Voilà, et même retarder. Et troisième chose, nous avons choisi un vaccin qui a été déjà utilisé par beaucoup de pays et auprès desquels nous tirons des leçons. Donc voilà les trois arguments pour lesquels le Togo a décidé de choisir le vaccin qui arrive. D'accord. Alors, professeur Goyako, dites-nous, est-ce que, enfin, nous parlons de la prochaine quinzaine du mois de mars, est-ce que lorsque les vaccins vont arriver, au plus tard, voilà, est-ce que lorsque les doses vont arriver, automatiquement, l'opération de vaccination va débuter ou il faudra encore attendre de mettre en place certaines choses? Mais non. Les professionnels de la santé sont suffisamment outillés aujourd'hui pour que dès que le vaccin arrive, on puisse faire la vaccination. Le docteur Djibril, qui est le coordonnateur, a écrit dans chaque préfecture pour que le préfet fasse des réunions de concertation, qu'on décide les centres où les vaccinations doivent être opérées, qu'on décide les gens qui vont vacciner les autres. Donc, tout le monde est en état d'alerte et attend l'arrivée des vaccins pour que l'opération de vaccination commence. L'opération de vaccination doit commencer aussitôt parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que très rapidement, on puisse arriver à une vaccination d'un plus grand nombre, estimé à 60%, de manière à avoir l'immunité collective. Donc, on va attendre rien du tout puisqu'on est déjà prêt avant l'arrivée des vaccins. Et professeur Paul David, les sites ont déjà été choisis, préparés et tout, comme l'a dit le professeur Gouakoui. Oui, oui. C'est une préparation que l'on fait depuis 2 mois. On sait, comme quand on se préparait pour savoir quel vaccin on va choisir, aussitôt, parallèlement, on n'a pas attendu, on fait pas parallèlement les services, différents services, groupes techniques et les différents services des groupes spécifiques ont été mis en place pour savoir qui, quand, comment, où. D'accord. Donc tout ça, c'est clair. Oui, docteur. Sachez que le Togo est un pays très sérieux. Et le système de santé, il fonctionne très bien. Vous savez que le Togo est classé parmi les meilleurs en matière de riposte à la Covid-19. Donc, déjà, le plan de déploiement de ces vaccins-là, il est déjà écrit, finalisé. Donc, nous n'attendons que l'arrivée des vaccins. À partir de l'annonce que l'avion arrive avec les vaccins à telle heure, tout le système va être mis en branle. Donc, les vaccinateurs sont déjà identifiés et formés. Aujourd'hui même, nous avons encore eu des séances de téléconférence pour pouvoir aguerrir ce personnel-là. Ils sont prêts. Ceux qu'on va vacciner sont déjà identifiés avec des listes prêtes. Donc, on attend que le vaccin, dès que le vaccin arrive, le lendemain déjà, les véhicules qui vont les convoyer sont déjà prêts. Donc, c'est un système déjà tout ficelé.
D'accord. Alors, chers invités, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. On n'a pas vu le temps passer, mais il faut reconnaître que nous aurons encore d'autres émissions pour reparler d'autres. Disons, d'autres secrets de ce vaccin-là que nous attendons, d'autres facettes et tout. Mais d'abord de vous laisser repartir, il faudrait forcément vous donner la parole pour peut-être lancer un appel à ces personnes réticentes, à ces personnes qui hésitent encore à accepter cette initiative de la vaccination. Alors nous allons commencer avec vous, professeur Goué-Akoui. Votre mot peut-être à l'endroit des sceptiques ou des anti-vaccins, on va dire. Oui, je dois dire que c'est normal. Quand on va vers l'inconnu, on a le droit d'être sceptique, on a le droit d'être inquiet. Mais si on n'est pas convaincu, la meilleure manière, c'est de s'informer. Et l'information passe. Elle passe, elle repasse, elle circule. Mais il faut choisir la bonne information, pas l'information WhatsApp, où après vaccination, on voit une personne avec le nez d'un cheval. Ça, ce n'est pas vrai. C'est de la déformation, c'est de la désinformation. Donc, il faut choisir la bonne information. Et quand les sceptiques sont restés sceptiques, il faut qu'ils s'approchent du personnel de la santé, puisque eux-mêmes sont formés pour pouvoir former les autres. Donc, je leur dis de ne pas s'inquiéter, de faire confiance à ceux qui organisent la vaccination, puisque moi, personnellement, je suis convaincu que si l'OMS valide une vaccination, c'est que ce n'est pas fait pour tuer ou ce n'est pas fait pour faire du mal à la population. Merci beaucoup, professeur Edem Goué-Akoui, je rappelle qu'il est cardiologue, président du Conseil de l'Ordre national des médecins du Togo et membre du Conseil scientifique. Docteur Hassan. Oui, alors je vais peut-être insister sur ce que le professeur Goué-Akoui vient de dire. Sortons de la peur bleue et faisons confiance, tout simplement. Cet exemple des messages WhatsApp qui circulent pour dire quelqu'un après vaccination devient un âne, devient un cheval, devient ceci, ce n'est pas réaliste. Il faut qu'on apprenne à être réaliste. Alors, je me suis intéressé à plusieurs personnes qui disaient « je ne veux pas me faire vacciner ». Alors je leur demande « mais pourquoi ?» Et personne n'a jamais pu répondre à cette question sans faire référence à aux informations. Sur WhatsApp, j'ai appris cela. Mais on ne va pas aller tirer les informations sur WhatsApp alors que nous sommes là. Donc le système est là, l'État est là, l'OMS est d'accord et on a vu nos collègues être vaccinés dans les autres pays. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne sommes pas les derniers. Donc que les professionnels de santé et que toute la population fassent confiance au système de santé et puis on va avancer. Merci beaucoup, docteur Hamadi Hassan, qui est le directeur par intérim de la lutte contre la maladie et les programmes de la santé publique. Professeur Prince David, votre mot. Je voudrais dire aux auditeurs aux téléspectateurs que tout le système de santé privé, confessionnel, public est impliqué dans cette lutte anti-Covid. Et donc, ils ont toujours fait confiance. La population a fait confiance à ce personnel de santé, qu'il continue de faire confiance. Notre objectif, c'est la vie, c'est de protéger la vie. Et nous avons, dans cette maladie, la chance de voir que ça se développe ailleurs, que les traitements sont testés ailleurs, que les vaccins sont testés ailleurs, avant que ça vienne à nous. Donc, les essais. On a eu le temps de voir. On a eu le temps de voir. Et on se réunit en permanence tous les jours. Il n'y a pas de réunion, de concertation, de réflexion. Je crois que les Togolais, entre nous, nous devons nous faire
un minimum de confiance. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, professeur Mireille Prince-David, qui est bactériologue et virologue. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous aurez donc cerné encore un peu plus l'importance du vaccin contre la COVID-19 et surtout cette adhésion totale à l'initiative pour venir à bout de cette pandémie. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain pour parler encore une fois de l'importance du vaccin et de la vaccination contre la COVID-19. Bonsoir.